Salut, ici c'est Pascal et je te souhaite la bienvenue dans ce podcast Couple Heureux, le podcast pensé pour apprendre à s'aimer, quel que soit ce que l'on traverse. Et aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un sujet essentiel dans la vie de couple, le détachement. Ou plutôt, comment apprendre à t'attacher à toi-même sans te détacher de l'autre. Parce que oui, être en couple, c'est souvent beau, intense, vivant, mais c'est aussi un espace où tu peux commencer à t'oublier, à vivre pour l'autre, à te fondre dans la relation, au point de ne plus savoir où tu en es toi. Je pense à Julie, elle est en couple depuis 2 ans, au début tout allait bien, mais avec le temps, elle s'est mise à demander l'avis à son partenaire pour tout. Comment s'habiller, quoi manger, qui voir, à quelle heure il pense que c'est mieux qu'elle rentre, etc. Même pour des choix professionnels, elle ne décide plus sans l'accord de son partenaire. Et d'ailleurs, elle dit « Je ne sais plus ce que je veux sans lui ». Elle confond amour et validation, elle a oublié qu'elle avait le droit d'exister par elle-même. Et ça me fait penser à Karim. Il dit aimer profondément sa compagne. Et il n'ose plus sortir seul, ni passer du temps avec ses amis ou s'accorder une soirée tranquille. Il dit « J'ai peur qu'elle pense que je m'éloigne si je prends du temps pour moi ». Résultat, il s'épuise à tout faire pour être présent et il commence à ressentir de la frustration qu'il n'ose pas exprimer avec une forme de tension, d'avoir envie de ne plus passer de temps avec sa compagne et de se sentir coupable à cette seule idée. Et ce qui fait qu'il se dit qu'il fait encore plus d'efforts pour rester en connexion avec elle. Je pense aussi à Sophie, qui a mis entre parenthèses ses passions, son cercle d'amis, ses envies, parce qu'elle voulait construire à deux, pour reprendre son expression. Maintenant, elle se sent vide. Elle dit « Je ne sais plus ce que j'aime, j'ai l'impression que ma vie, c'est la sienne ». Elle a cru qu'aimer, c'était tout sacrifier, et maintenant, elle a perdu le lien avec elle-même. Je terminerai avec l'expérience de Lucas, qui panique à l'idée que sa compagne puisse le quitter. Il devient contrôlant, jaloux, même quand il sait que tout va bien. Pour lui, la seule idée qu'il se retrouve sans son partenaire, que sa compagne dise qu'elle veut partir, fait qu'il se demande s'il pourrait continuer à vivre. Il a tellement mis son identité dans la relation qu'il a oublié qu'il avait une existence en dehors de la relation. Dans cet épisode aujourd'hui, on va s'arrêter sur plusieurs questions. Pourquoi la relation amoureuse peut devenir un piège si tu t'oublies dedans? Ce que veut vraiment dire se détacher. Et pourquoi c'est pas un rejet, le détachement? C'est pas synonyme. Comment créer un espace pour toi sans casser le lien avec l'autre? On va s'interroger aussi sur ce qui se passe quand tu t'attaches à toi-même. Plus d'autonomie, plus de clarté, plus d'amour réel. Et enfin, je te proposerai à la fin de ce podcast un exercice de conscience pour revenir à toi et pour cultiver cette relation intérieure. L'idée, c'est pas de t'éloigner de la personne que tu aimes, c'est de t'en rapprocher, mais sans te perdre en route. Alors si ça te parle, si tu sens que tu as parfois du mal à faire place pour toi dans la relation, installe-toi, respire un bon coup et laisse-toi traverser par ce moment. Écoute ce podcast, c'est parti. Commencer à vivre l'expérience de la relation amoureuse est quelque chose d'incroyable, c'est fort, c'est un élan puissant, c'est de l'excitation, c'est l'envie de la fusion, c'est l'élan de donner, le bonheur d'aimer, d'être avec, d'être pour l'autre, d'être un soutien, d'être en sa présence. On a même de la peine à se quitter parfois, même quand c'est au téléphone, on se dit allez vas-y raccroche-toi, non c'est moi, etc. On se touche quand on s'éloigne l'un l'autre pour repartir chez soi jusqu'au bout du doigt, on se regarde jusqu'à ce que la route ou la distance fasse qu'on ne veut plus se voir parce qu'il y a trop de monde ou que l'autre est trop loin. On a un désir profond d'attachement qui fait partie pour moi de la beauté de la réalité du sentiment amoureux et qui, aux grandes dames de certains, ne peut pas durer ad vitam aeternam. On a cet élan fort qui fait battre le cœur et qui est un moment, un passage super et qui est un passage en vue de préparer à une nouvelle étape et qui a malheureusement, quand on est dans le gros investissement de départ, la tendance à faire qu'on s'efface pour l'autre, mais en même temps, heureusement, parce que c'est un temps d'investissement qui permet de mesurer l'importance qu'on veut donner à la relation. Le problème, c'est quand on reste dans cet investissement avec cette intensité qui se trouve décuplée par rapport, ou je dirais disproportionnée par rapport à la place qu'on se donnait à soi, ou qu'on se donne à soi dans une relation.
On a besoin de reconnaître la force du lien, savoir quand ce lien est sain, quand la relation est un espace d'évolution, de partage, de croissance. Et on a aussi besoin de reconnaître quand le lien est signe de limitation, de restriction, de limite d'évolution et j'aimerais dire de contrition. Ça veut dire qu'on se retrouve comme comprimé. On ne croit plus en termes de croissance en tant que personne, individu. On existe et on ne croit que dans la relation ou pour la relation. Et là, c'est un risque de dilution de soi que je pointe du doigt. De glisser progressivement vers une sorte de perte d'intensité, de concentration, de centration sur soi, et de se mettre à vivre pour l'autre au détriment de soi. Il y a quelques signes qui montrent ça, qui peuvent être aidants, et j'en présenterai 3. Premier signe, c'est le doute constant sur ses choix. On n'arrive plus à faire de choix soi-même, on a besoin de consulter l'autre, d'être et peut-être même pas seulement de le consulter pour avoir son avis, mais pour avoir son aval. C'est-à-dire que si on va faire un choix dans lequel on sent qu'il va pas dans la même direction, on n'est pas bien et on va se retenir d'aller dans cette direction. Deuxième signe, c'est la culpabilité à prendre du temps pour soi. Je me sens en difficulté, j'ai de la peine à prendre du temps pour moi, je me sens coupable de prendre du temps pour moi, je suis pas à l'aise quand je prends du temps pour moi, j'ai l'impression que c'est pas juste, c'est pas normal, je n'ai pas le droit de prendre du temps pour moi. Chose qui revient fréquemment et qui, au début des programmes Couple Heureux, quand j'accompagne quelqu'un, me disent « mais je réapprends à prendre du temps pour moi. C'est incroyable, je pensais pas que je pouvais prendre du temps pour moi et que ce soit non pas au détriment de la relation, mais au bénéfice de la relation. » Bonne nouvelle, heureusement que c'est possible. Troisième signe, c'est le sentiment de ne plus exister seul. C'est-à-dire que si l'autre n'est pas là, je vais être en manque, je vais être déséquilibré. C'est ma moitié, vous savez, ce manque, de mythe qui se balade là et qui dit que on est la moitié, on est l'âme sœur. Donc si l'autre âme est en réelle difficulté ou en détachement ou en absence ou en décès, on ne peut pas vivre. Ou si c'est notre moitié, on va être que la moitié de soi. C'est un travers dans la manière de concevoir le couple. Parce que je pense qu'il est beaucoup plus juste de penser que le couple, il est fait de 2 entités entières et pas de 2 moitiés. Finalement, mon partenaire est une entité à part entière qui a existé sans moi et qui existera sans moi si le couple est amené à se dissoudre pour quelque raison, même si c'est par la mort. La difficulté nourrie par l'idée d'être la moitié de l'autre tente à préparer l'un et ou l'autre à des souffrances terribles, et notamment à la dépendance émotionnelle, entre autres à la perte de repères, sentiment de vide quand l'autre a disparu. Je rappelle juste les 3 signes. Je doute de mes choix et de mon aptitude à faire des choix sans avoir à consulter mon partenaire, sans avoir même à avoir l'aval de mon partenaire. Deuxième signe, je me sens coupable de prendre du temps pour moi, et plus encore si mon partenaire me dit « Attends, tu pars sans moi, etc. » Bah oui, je me sens pas bien. Troisième signe, sentiment de ne plus exister sans mon partenaire. Avec l'idée même que s'il disparaissait, je ne pourrais plus vivre heureux ou heureuse. C'est maintenant que vient ce que j'appellerais la nécessité du détachement sain. C'est d'arriver à entrer dans une clarté mentale et émotionnelle qui fait qu'on vit bien dans le détachement sain. Alors je voudrais juste clarifier le détachement. Quand je parle de détachement, je parlais d'une capacité à respirer dans la relation. C'est pas de rejeter, d'être indifférent à l'autre et de l'envoyer dans ses cordes et de lui dire lâche-moi maintenant, j'ai plus envie de toi, je veux passer du temps tout seul, casse-toi. C'est de créer des espaces dans lesquels je vais pouvoir respirer, je vais être bien, je vais être moi, et j'ai pas besoin de toi pour respirer. Je n'ai pas besoin de toi pour être heureux ou heureuse. Je n'ai pas besoin de toi pour prendre mes décisions. Je n'ai pas besoin de toi pour faire mes choix. Je n'ai pas besoin de toi pour me dire si ce que je fais c'est bien ou mal. Je peux le faire seul. Je choisis de le faire seul. L'objectif c'est de créer de l'espace pour soi. Est-ce que tu crées de l'espace pour toi dans lequel tu peux te nourrir, tu peux te faire du bien sans ton partenaire? Est-ce que tu crées des espaces pour toi dans lesquels tu peux régénérer ta propre énergie? Ça veut dire que tu vas mieux sans avoir eu recours à une intervention extérieure. Parce que ça repose sur ton intervention personnelle, ta discipline, ton choix. Est-ce que tu peux retrouver du bonheur, du plaisir, de l'expérience à être dans
ton être, dans ton corps, à te trouver beau ou belle, sans que ton partenaire ait à te dire qu'il te trouve beau ou belle. Je prendrai une image pour t'aider à comprendre ce que je suis en train d'essayer de transmettre. C'est que l'idée, c'est que toi et ton partenaire, vous soyez comme deux arbres qui soient plantés côte à côte, enracinés chacun, des arbres d'essence différentes, plutôt que des arbres dont les branches sont complètement entremêlées au point qu'on ne sache plus ce qui est de quel arbre. Dans deux arbres enracinés profondément, avec leurs racines respectives, il y a de la communication, il y a de la relation, il y a de l'entraide, il y a du soutien, il y a de la proximité, il y a de la distance, il y a du respect, il y a de l'identité respective, il y a du développement spécifique. Les deux peuvent cohabiter sans qu'il y ait forcément de l'entremêlement jusqu'à ne plus savoir où commence l'un et où se termine l'autre. Eckhart Tolle, dans le livre Le pouvoir du moment présent, dit « Ce n'est pas l'amour qui fait souffrir, c'est l'attachement. L'amour est libre. L'attachement est dépendance. » Si tu vas dans le bouddhisme, ce sera encore plus prégnant, cette manière de penser. En même temps, l'attachement peut faire souffrir quand il est malsain, qu'il est excessif. Parce qu'on peut aimer quelque chose, et par conséquent s'y attacher, sans forcément que ça génère de la souffrance. Et c'est la raison pour laquelle c'est, pour ma part, bien utile d'arriver à se dire, ok, de manière saine, je vais être celui ou celle qui va être à côté de son partenaire. Je vais être celui ou celle qui va participer au développement de mon partenaire. Je vais être celui ou celle qui va accepter de coopérer au développement de mon partenaire. Et en même temps que tout ce que je viens de formuler, je vais le faire pour moi. Je vais travailler à mon développement. Je vais travailler à mon acceptation d'individualité. Je vais travailler à la prise de conscience de ma richesse. Je vais travailler à la prise de conscience de mon développement individuel. Et je sais que ce que je vais utiliser pour m'enrichir, faire que je me développe, que je me trouve de plus en plus épanoui, va participer à faire que le couple bénéficiera de ça. Si tu gardes à l'esprit l'idée que quand tu t'enrichis, que tu t'épanouis, ton couple participe à ça, ça va te faire du bien. Ton couple bénéficie de cela, plus exactement. Ça va te faire du bien. Ça veut dire que, justement, des personnes qui sont dans des programmes couple heureux et dont un seul des deux partenaires est présent, dans des programmes comme Sortir son couple de la crise, ou 30 jours pour bâtir le couple de ses rêves, ou même Maîtriser votre vie, le guide pratique contre la manipulation, voient que leur propre évolution, progression et changement amènent une évolution, une progression et un changement dans le couple. Il n'est pas forcément nécessaire d'être à deux dans le programme. Et c'est une illustration intéressante pour dire que ce que tu fais et qui sème du mieux-être, du développement, de la croissance individuelle va participer à faire que tu vas te développer et croître dans ton couple. Il est hors de question que tu te confondes avec ton partenaire. Cette confusion, j'ai envie de dire qu'elle est babélisante, parce que je pense à la tour de Babel dans laquelle, à ce moment-là, les langues ont été confondues. Dans la tradition, on dit que c'est là que les langues ont été, dans la tradition chrétienne et juive, que c'est là que les langues plurielles sont apparues sur la terre. Et en gardant cette symbolique, je pourrais te dire que tu as ta propre langue, tu as ton propre langage, tu as ta propre culture. Ton partenaire a sa propre langue, son propre langage et sa propre culture. Ça veut dire que tu te nourris avec ce qui t'appartient, ce que tu as mis en place dans ta culture individuelle, et que ton partenaire fait la même chose. N'attends pas que tu sois en mesure de te nourrir en parlant que la langue de ton partenaire et en développant des actions que dans sa culture et dans son monde. Non. C'est le respect de l'individualité de ces deux êtres que vous êtes qui fait que vous pouvez participer à l'enrichissement du couple. Quelle tristesse d'entendre un partenaire qui dit que je me suis oublié, je me suis négligé, je me suis perdu dans la relation en réalité. Je n'ai pas été moi. Je me suis confondu. Je me suis soumis. Et effectivement, de temps en temps, quand mon partenaire n'était pas là, je me lâchais pour être un peu plus moi. Et puis, quand il était là, je revenais à cette forme de soumission, de fusion ou de confusion. Et c'est parfois parce qu'on a l'impression que c'est ce que veut le partenaire. Mais est-ce que tu as attendu le micro pour savoir ce qu'il voulait ? Est-ce qu'il voulait te voir toi, te découvrir toi ? Ou est-ce qu'il voulait que tu correspondes à ce que tu penses qu'il voulait voir de toi ? Il arrive parfois que dans des relations, on puisse reprocher à son partenaire, mais en fait, j'ai fait ça pour toi. Et que l'autre dise, mais je t'ai pas demandé de faire ça, moi, j'aurais été intéressé d'entendre
ton avis, ce que tu voulais, comment tu voyais les choses. Est-ce que tu te souviens que je t'ai posé la question de savoir qu'est-ce que tu préférais là? Tu me dis, moi ça me va, je vais faire comme toi. Mais je trouve triste que ce soit le cas. Et je reprends la parole en direct pour dire oui, je trouve triste que ce soit le cas. Ne te noie pas dans ta relation conjugale. Quelle que soit la manière dont tu te noies, tu meurs un peu. À partir du moment où un pan de toi commence à mourir, tu es conscient que tu es en train d'appauvrir ta relation conjugale. Et avant de venir sur l'exercice de recentrage, je voudrais que tu comprennes que si tu veux que ta relation conjugale s'épanouisse, il y a un chemin qui est obligatoire. C'est que chacun des membres de la relation conjugale s'épanouisse. Laisse, encourage, soutiens l'épanouissement de ton partenaire sans toi. Encourage et soutiens ton épanouissement sans lui. Dis-toi que quand vous allez revenir ensemble, ton épanouissement individuel, vécu hors culpabilité, participera, même si tu ne le sens pas, même si tu ne le vois pas, à l'épanouissement conjugal. Et même à ta capacité à être parent si tu as des enfants. Parce que l'impression de se sacrifier ne fait grandir personne. Jamais. Quelle que soit la sensibilité philosophique, religieuse que tu as, c'est pas vrai. On se fait croire que. Mais tu sens bien qu'au fond de toi, tu pestes, tu rumines, et tu te dis quand même, j'ai fait tout ça pour lui ou pour elle, quand même, j'aurais aimé plus de reconnaissance, et j'aurais aimé que lui ou elle fasse aussi des sacrifices, et peut-être que je m'arrêterai un jour sur cette question de sacrifice pour être beaucoup plus pointu là-dessus, mais je veux que tu te sacrifies pas. Je préfère que tu t'offres, que tu te donnes, parce que tu as tellement nourri et enrichi ton être, que tu as reçu tellement de cette action première, qu'il va de soi que même si tu n'es pas conscient, tu es en train de donner à l'autre. Même si tu peux aussi donner en conscience. Et j'aimerais qu'avant de rentrer dans l'exercice de recentrage, j'ai déjà dit qu'on allait s'y arrêter, t'en fais pas, je vais y arriver, que tu puisses peut-être conscientiser sur ton cahier de vie, stylo bleu, et écrire ce que tu sais que tu peux apporter au couple quand tu prends du temps pour t'enrichir toi-même de ton côté, sans l'autre. Je me rends compte que quand je m'enrichis dans tel domaine, je peux apporter au couple. Dans mes lectures, parce que vraiment je me fais du bien, qu'après me sens plus apaisé et je vis mieux la relation. Ou bien quand je pars avec mes copains ou mes copines pendant X temps et que X heures, et que quand je reviens dans la relation conjugale, je me sens mieux, j'ai plus envie d'investir parce que je vais dire un peu la coulisse, j'ai sécrété des hormones qui font que j'ai plus de joie, d'apaisement et que j'ai moins envie de déverser mes difficultés sur mon partenaire, mais plus de vivre des choses chouettes avec mon partenaire. Et tu peux en conscience te dire qu'est-ce que je vis qu'est-ce que je peux vivre, qu'est-ce que je peux mettre en place dans mon individualité qui peut participer à nourrir ma relation conjugale. Allez, on va sur l'exercice, je te l'ai annoncé 2 fois, si ce n'est pas plus, on y va. L'objectif de cet exercice, c'est de te reconnecter à toi. Et je vais le faire en douceur. Alors, je vais te proposer de te poser à un endroit, de prendre un temps dans lequel tu seras tranquille, évidemment sans aucune culpabilité, même s'il y a beaucoup de boulot, tu peux aller aux toilettes, tu peux te mettre où tu veux pour te poser, et pourquoi pas le faire au moins 1 fois par jour pendant une bonne semaine, pour ancrer cet enrichissement nécessaire de te reconnecter à toi en douceur. Donc tu te mets à un endroit où tu es calme, tu respires en conscience 3 fois. Donc tu inspires profondément par le nez, tu expires longuement par la bouche, tu dois entendre un petit son comme ça. Et tu fais le plus longtemps possible. Tu fais ça 3 fois, inspiration par le nez, expiration par la bouche. Et ensuite je voudrais que, alors que tu as fait ça, que tu puisses te poser la question, est-ce que je suis encore connecté à moi dans ma relation conjugale ? Et cette question, je veux pas que tu te précipites pour y répondre. C'est une question fermée, donc il pourrait répondre oui, non. Mais je voudrais que tu laisses cette question un peu comme si tu la mettais dans ta bouche, que tu la laissais infuser, que tu cherches les saveurs. Tu sais que la langue a différentes zones de préhension de saveurs. Le piquant, le salé, le sucré, le chaud, bref. Symboliquement, que tu te dises, allez, je vais laisser pénétrer cette pensée pour voir comment je vais y répondre. Sinon, qu'est-ce que veut dire ce non ? Si oui, qu'est-ce que veut dire ce non ? Donc tu vas voir les différentes nuances, la note de tête, la note de cœur, la note de traîne, etc. de cette réflexion. Et que vraiment tu puisses
y répondre avec le plus profond de toi-même. Est-ce que je suis encore connecté à moi dans cette relation? Ça veut dire qu'en répondant oui, tu dois être en mesure de pouvoir dire ce qui fait que tu peux dire je suis connecté à moi. Je suis connecté à moi parce que je m'octroie du temps et que je me sens à l'aise de le vivre. Je me sens connecté à moi parce que les sentiments d'exister, même quand mon partenaire n'est pas avec moi. J'ai la capacité à faire des choix et à les faire même s'ils sont a priori contraires à ce que mon partenaire voudrait. J'ai pas besoin de son aval. Je me sens connecté à moi parce que je trouve des actions qui me permettent de me faire du bien, de me nourrir, qui me plaisent à moi, même des actions que je fais qui ne plaisent pas à mon partenaire, soit parce qu'il ne veut pas les faire parce qu'il n'aime pas, soit qu'il n'a pas spécialement envie de soutenir, mais je les fais quand même parce que je me rends compte que ça me fait du bien et que c'est bénéfique vraiment pour moi. Voilà, tu peux répondre à ça dans la direction du oui par exemple, ou dans le non, ça va être à peu près la même chose. C'est non, je me rends compte que je ne suis pas connecté à moi, parce que quand je prends des décisions, je me sens très mal, je réfléchis trop longtemps, je doute beaucoup de moi, j'ai vraiment besoin de son aval, et que s'il me donne pas son avis, je me sens pas bien. Parfois j'ai bouté en touche des décisions parce que je me sens pas en mesure je me sens coupable, j'ai un sentiment que si je fais pas avec lui, que je suis pas avec lui, ça abîme la relation, etc. Donc c'est important que ton oui ou ton non soient tous les deux des oui et des non posés, profondément ancrés, forts. Et puis, je vais t'inviter maintenant, après que tu aies pris le temps de laisser décanter cette réflexion et de la faire infuser en toi, de t'interroger sur qu'est-ce que je peux faire pour me nourrir moi, sans aucune culpabilité. Qu'est-ce que je peux faire pour me nourrir moi et le vivre bien, libre? L'idée n'est pas soit d'aimer l'autre, soit de s'aimer soi. C'est d'apprendre à faire les deux en conscience. Et de comprendre que s'aimer soi participe à aimer l'autre de manière plus saine, alors que aimer l'autre en s'oubliant soi participe de nous abîmer nous-mêmes en créant un déséquilibre dans la relation conjugale. Comment tu t'attaches toi, à toi-même dans ta relation? Peut-être que si tu as des enfants, tu peux leur poser la question aussi. Les éduquer dans le sens de prends du temps pour toi, garçon ou fille. Prends du temps pour t'aimer. Prends du temps pour faire des choix sans avoir à mal le vivre, et encore plus si on est adolescent, parce que d'autres trouvent que ce choix est ceci, et pas assez cela, trop ceci, trop cela. Que dans cette démarche, tu entres dans l'idée que s'aimer permet de mieux aimer l'autre. Évidemment, si ce podcast t'a parlé, je compte sur toi pour mettre des avis, des commentaires, 5 étoiles sur Apple Podcast, sur Google Podcast. Si tu as des questions ou des remarques, tu peux les mettre dans la retranscription, au bas de la retranscription de ce podcast sur le blog couple-heureux.com. Et puis, j'ai mentionné quelques programmes dans le cadre de ce podcast. Si tu as des questions sur les programmes que tu peux aller voir sur le site couple-heureux.com, tu peux le faire. Et tu peux également solliciter un rendez-vous avec moi si tu veux faire un point pour savoir quel est le programme qui te convient le mieux, de manière à vraiment t'enrichir, progresser, te développer, toi en tant qu'individu, sachant que quand tu fais ça, par voie de conséquence inévitable, tu participes à enrichir, développer, embellir ta relation conjugale.